moi je suis très heureux, bon, je suis quand même retourné quelques fois au Maroc entre 1997 et 2001 quand même, mais effectivement la dernière fois, enfin la première fois que j'ai été rencontré à Lille et qu'on a eu ce type de discussion, c'était en 1997, et quand tu m'as envoyé cette photo de 1997, j'ai trouvé ça assez émouvant. Donc je vais, dans cette présentation, vous donner quelques éléments donc, de ce livre Capital et idéologie, puis ensuite on aura l'occasion de discuter et de répondre à vos questions. Alors, donc, dans cette présentation, je vais essayer de donner, je ne sais pas dans quelle mesure ceci est visible pour tout le monde, mais je vais essayer de donner quelques éléments graphiques issus des recherches qui sont présentées dans ce livre. Alors, ce livre est un petit peu long, je m'en excuse. En même temps, il est, je crois, très lisible. Hein, il ne demande absolument aucun bagage économique. C'est plus un livre d'histoire d'une certaine façon qu'un livre d'économie. En tout cas, c'est un livre qui essaye de décloisonner, comme tu disais, les recherches en sciences sociales, en économie, en histoire. Par rapport à mon livre précédent, le Capital du XXIe siècle, je pense que ce livre est plus riche, plus intéressant. Donc si vous en lisez qu'un, lisez plutôt celui-là que le précédent. Il est plus intéressant parce qu'il rentre plus dans l'analyse de la fabrique idéologique et politique des inégalités. Et finalement, j'en suis arrivé à cette conclusion que si on veut étudier les transformations historiques des systèmes inégalitaires, c'est vraiment là qu'il faut porter l'attention plus que sur les déterminismes purement technologiques ou économiques qui ont leur importance, mais qui finalement sont moins déterminants que cette imagination politique, idéologique, institutionnelle des sociétés humaines qui aboutissent à des transformations des régimes inégalitaires dans l'histoire, toujours plus rapides que ce qu'imaginent les contemporains, et en particulier les groupes dominants dans les différentes sociétés, ont toujours tendance à naturaliser les inégalités, c'est-à-dire à les présenter comme les inégalités telles qu'elles existent autour d'eux comme naturelles et intangibles, et à stigmatiser ceux qui s'imaginent que tout va changer. Et puis en fait, tout change toujours beaucoup plus vite que ce que les contemporains imaginent, suite à des mobilisations sociales, politiques, idéologiques qui aboutissent à des transformations pour le meilleur et pour le pire. Même s'il y a une forme, j'essaye dans ce livre, qui est quand même un livre optimiste, de défendre l'idée qu'il y a une certaine forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire et d'apprentissage de comment on peut organiser un régime de propriété, un régime de frontières en vue d'une société plus juste. Il y a évidemment des phases de régression qui sont toujours possibles et qui font que cette histoire n'est jamais écrite à l'avance et dépend d'abord des mobilisations de chacun, à laquelle j'essaye de contribuer modestement avec ce livre, mais bon, voilà, c'est pas un livre et une conférence sympathique comme celle-ci ou comme d'autres qui va en soi changer les choses, et c'est d'abord les mobilisations très larges qui permettent les transformations historiques dont je parle dans ce livre. Donc, je vais commencer par présenter très rapidement, décrire l'organisation du livre. Je ne vais pas tout présenter, mais juste pour que vous ayez une idée un peu d'ensemble de la progression logique du livre. Ce livre comporte 4 parties, 17 chapitres, grosso modo organisés de façon chronologique, où j'essaye d'étudier les transformations des principaux régimes inégalitaires dans l'histoire. La première partie s'intéresse notamment au passage des sociétés d'ordre d'Ancien Régime ou des sociétés ternaires ou trifonctionnelles plus généralement en sociétés de propriétaires, notamment en Europe au XIXe siècle, notamment en France à la suite de la Révolution française, qui était une rupture particulièrement claire sur laquelle je reviendrai dans une seconde. Aussi d'autres trajectoires européennes, j'insiste sur des cas comme l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, qui sont intéressants parce que chaque histoire particulière nous montre cette importance des mobilisations sociales et politiques dans la transformation des régimes inégalitaires. Un cas qui est particulièrement intéressant, qui est évoqué par exemple dans le chapitre 5, c'est celui de la Suède, qu'aujourd'hui on associe à une société spontanément égalitaire, culturellement, viscéralement égalitaire, sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout toujours été comme ça. C'est-à-dire pendant très longtemps, la Suède était au contraire une des sociétés européennes les plus inégalitaires, avec même une sophistication dans l'organisation de son inégalité propriétariste au XIXe siècle qu'on ne retrouvait pas ailleurs. C'est-à-dire que dans la plupart des sociétés européennes au XIXe siècle, vous avez des systèmes politiques censitaires, donc seuls ceux qui ont suffisamment de propriété ou de biens ont le droit de vote. En France, entre 1815 et 1848, vous avez grosso modo que les 1% les plus riches, les hommes, les femmes n'ont pas le droit de vote, évidemment, les hommes, les 1% des hommes les plus riches ont le droit de vote, et pour être élu, il faut être dans les 0,1%
des plus riches. Il y a un moment, il y a une sophistication où même les gens du 0,1% ont droit à 2 droits de vote plutôt qu'un droit de vote, mais bon, la sophistication s'arrête là. Idem au Royaume-Uni. En Suède, de 1865 jusqu'en 1911, donc très tardivement, vous avez un système censitaire autrement plus sophistiqué, puisque au-delà du fait que seuls les 20% les plus riches ont le droit de vote, au sein des 20% les plus riches, vous avez entre 1 et 100 droits de vote, suivant l'ampleur de vos propriétés. Et même aux élections municipales, il n'y a pas de plafond, donc ça peut aller au-delà de 100 droits de vote, et vous avez plusieurs dizaines de communes en Suède où un seul électeur a plus de la moitié des droits de vote de façon parfaitement légale, dont le Premier ministre, le comte de l'époque, puisqu'on parle là d'une monarchie très autoritaire, très élitiste, s'appuyant sur une classe propriétaire. Et donc, vous voyez, la sophistication dans la façon dont l'idéologie propriétariste, finalement, détermine les droits de vote sans limite de plafond, et tout va changer très vite, puisque le pays, en même temps, est assez éduqué pour l'époque, la classe ouvrière, les classes populaires trouvent que les élites ont poussé le bouchon un petit peu trop loin, et se mobilisent, développent des syndicats, des partis politiques. Le Parti social-démocrate obtient le suffrage universel dans les années 20, prend le pouvoir en 1932, va le garder pratiquement jusqu'en 2000, et va mettre la capacité étatique suédoise au service d'un projet politique complètement différent. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer les revenus et les patrimoines pour distribuer des droits de vote en fonction de ça, il va mesurer les revenus et les patrimoines pour faire payer des impôts en fonction de ça, financer un état social, un système de santé, un système d'éducation, et tout ça se passe très vite, et comme ça, un des pays les plus inégalitaires en Europe, et les plus sophistiqués idéologiquement et institutionnellement, l'organisation de ces inégalités devient un des pays les plus inégalitaires. Et donc ça, il y a beaucoup de leçons dans le livre comme ça, où je prends des histoires particulières et où je montre que toutes les théories selon lesquelles il y aurait des déterminismes éternels, des essences égalitaires, des civilisations égalitaires et inégalitaires, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'en fait, on observe dans l'histoire des mobilisations sociales politiques qui transforment les choses très vite. Dans la seconde partie, je mets l'accent sur les sociétés esclavagistes et coloniales, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais je veux juste mentionner un autre exemple dans le chapitre 8, où je traite notamment du cas de l'Inde. Alors, l'Inde, c'est un peu dans les histoires qu'on aime se raconter sur les inégalités, l'égalité, c'est un peu le contraire de la Suède. En particulier les Européens, en particulier la puissance coloniale britannique, aiment se raconter l'Inde comme une civilisation intrinsèquement inégalitaire, amoureuse de son régime de caste depuis toujours, ce qui d'ailleurs permettait de justifier le projet colonial. En même temps, quand on regarde en fait l'histoire de l'Inde, on se rend compte que le système de caste était beaucoup moins clairement installé que ce que les colonisateurs britanniques ont essayé de prétendre lorsqu'ils y sont arrivés, et par bien des côtés, ces colonisateurs britanniques, avec ces recensements coloniaux mettant tout le monde dans des boîtes, qui a grandement contribué à rigidifier un système qui n'était pas forcément très tendre au départ, mais qui est beaucoup moins rigide qu'il est devenu après la période coloniale, et c'est plutôt l'Inde indépendante essaye de se débarrasser de ce double héritage inégalitaire, à la fois d'un système inégalitaire ancien, rigidifié par la puissance coloniale, et c'est encore un exemple, disons, où on voit que, au lieu d'attribuer comme ça des caractéristiques éternellement égalitaires ou inégalitaires à telle ou telle civilisation, telle ou telle ère culturelle, ce sont bien les processus de mobilisation sociale et politique sur lesquels il faut mettre l'accent. Donc la seconde partie traite d'une diversité de cas de sociétés esclavagistes et coloniales dans lesquelles, évidemment, l'évolution des sociétés de propriétaires européennes et de leurs bras armés à l'époque coloniale a considérablement transformé les conditions de la transformation sociale et politique. La troisième partie du livre va rentrer sur la chute des sociétés de propriétaires au XXe siècle, en particulier entre 1914 et 1945, et puis ensuite avec le mouvement des indépendances après la Seconde Guerre mondiale, qui va aboutir à une transformation radicale à la fois au niveau national et au niveau international du régime de propriété et du régime d'inégalité, l'émergence des sociétés social-démocrates dans l'après-Seconde Guerre mondiale, puis leur crise à partir des années 80-90, les sociétés communistes, post-communistes. La quatrième partie, elle, va s'intéresser davantage à l'évolution de la structure des coalitions politiques, en particulier des coalitions électorales, et en gros essaye de comprendre comment le système de coalition social-démocrate basé sur une structure de vote en fonction du diplôme, du revenu, du patrimoine, assez marquée dans l'après-Seconde Guerre mondiale, s'est peu à peu délité à partir des années 1970-80 et contribue à la crise finalement du modèle social-démocrate et aussi à la remontée des inégalités au cours des décennies récentes. Et je conclus
sur des perspectives pour l'avenir, sur des éléments pour un socialisme participatif, comme je le baptise ici, parce que je pense à nouveau que c'est l'abandon d'une perspective de dépassement du modèle capitaliste pur qui est d'abord à l'origine de cette phase de remontée des inégalités depuis les années 80-90. La chute du communisme soviétique, évidemment, a conduit à accélérer l'arrivée de cette nouvelle phase de foi indéfinie dans la concurrence, la propriété privée comme étant capable de régler tous les problèmes. Mais je pense aussi que c'est l'absence de travail intellectuel, en particulier dans le camp social-démocrate, qui a rendu cette évolution possible. Alors, j'indique ici l'adresse d'un site internet piketty.pse.ens.fr/idéologie où vous trouverez toute cette présentation, des versions plus longues de cette présentation. Vous trouverez tous les graphiques et données du livre. Je suis désolé, je n'ai pas pu mettre le livre en ligne parce que mon éditeur ne serait pas content, mais je suis sûr qu'il peut le trouver quelque part. En tout cas, toutes les données sont là. Il y a 169 graphiques ou tableaux dans le livre. Il y en a une centaine d'autres graphiques, tableaux annexes. C'est d'abord un travail empirique, historique, collectif, reposant sur un travail de construction de données, de collecte de données, notamment dans le cadre de la World Inequality Database, WID.world, que vous trouverez en ligne. Il y a aussi beaucoup de données qui ne sont pas dans cette base de données que j'ai collectée spécifiquement pour ce livre, en particulier sur les sociétés coloniales et les sociétés pré-industrielles, et puis aussi toute la dimension structure des électorats, mais ça s'appuie quand même en grande partie sur cette base de données collective. Alors, dans cette présentation, là, je vais essayer de ne pas être trop long, je vais quand même vous montrer quelques exemples de graphiques historiques illustrant un peu la démarche de recherche qui est la mienne. Je vais commencer par ce graphique-là, je ne sais pas dans quelle mesure il est lisible, mais je vais le décrire et vous pouvez le retrouver en ligne pour ceux qui veulent le voir plus précisément. Ce graphique-là essaye d'illustrer ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française. En gros, vous avez donc sur ce graphique, les courbes du haut en bleu représentent à Paris pour la courbe tout en haut et puis pour l'ensemble de la France pour la courbe en dessous, la part des 1% les plus riches dans l'ensemble des propriétés immobilières, terriennes, financières, comme patrimoine à un moment donné, comme propriété privée à un moment donné dans le pays. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la Révolution française, qui est en principe se base sur une promesse d'égalité, au moins d'égalité formelle face aux droits, où chacun est censé avoir les mêmes droits indépendamment des origines, on n'a pas besoin d'être noble, on est censé tous avoir les mêmes droits, en particulier face aux droits de propriété, en fait aboutit non pas à une réduction des inégalités, à une ouverture du droit de propriété, mais plutôt à un durcissement finalement des systèmes de domination propriétariste, et en particulier à une concentration croissante de la propriété, puisqu'on voit, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, on a entre 60 et 70% de la propriété totale qui est détenue par 1% de la population, alors que les 50% les plus pauvres possèdent même pas 2% du total. Et il faut attendre le XXe siècle, donc en particulier la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pour voir une réduction des inégalités qui va se faire en partie dans la violence, dans les destructions, en partie dans des changements politiques, et en particulier l'adoption d'impôts progressifs sur les revenus, sur les successions, la montée de l'État social, et je reviendrai là-dessus dans un instant, mais qui sont des réformes sociales et fiscales que les élites, largement, refusent jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui explique en partie pourquoi on n'a pas cette réduction des inégalités. Alors, on voit à partir des années 80-90 une remontée des inégalités qui, en France et en Europe, reste limitée, du point de vue de la concentration du patrimoine. Le retournement par rapport à la période précédente est très net, en même temps, ça reste limité. Aux États-Unis, on serait remonté à des niveaux beaucoup plus élevés et en fait assez proches des niveaux du début du XXe siècle, d'autant plus que la concentration des patrimoines était plus faible aux États-Unis qu'en Europe au début du XXe siècle. Mais je veux quand même insister sur le fait que même si sur le long terme, les inégalités ont diminué, ça c'est la partie un peu optimiste et positive de mon livre, c'est que je pense que dans le long terme, il y a quand même un processus d'apprentissage de la justice, de l'organisation du système social qui va plutôt vers l'égalité. L'inégalité des patrimoines n'a jamais cessé d'être extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on voit que les 50% les plus pauvres vont posséder aujourd'hui en France à peu près 6% du patrimoine total, et c'est très représentatif des sociétés européennes et de beaucoup de sociétés dans le monde entier en général. Donc 6% du patrimoine pour 50% de la population, alors que les 1% les plus riches vont posséder entre 20 et 30%. Alors même que les 50% les plus pauvres, par définition, sont 50 fois plus nombreux que les 1% les plus riches. Donc ça donne une idée quand même de l'hyper-concentration de la propriété. C'est-à-dire que sur l'inégalité des revenus, on n'aurait jamais quelque chose d'aussi extrême. Parce que
on peut vivre sans propriété, c'est plus difficile de vivre sans revenus, et les 50% des revenus les plus pauvres vont avoir, par exemple en Europe, plutôt 20% du revenu total, ce qui est moins que leur part dans la population, puisqu'ils sont les plus pauvres, mais ça ne va pas être ridiculement bas, comme ce qu'on a ici pour la propriété. Donc ça, c'est aussi, ce que ça montre là, c'est aussi une des limites des sociétés social-démocrates au XXe siècle, c'est que la diffusion de la propriété est restée quand même assez limitée. Faute d'une réflexion suffisante aussi sur comment élargir l'accès à la propriété, ça c'est resté relativement limité. Et parmi les propositions que je discute dans mon livre, il y a justement l'idée d'essayer d'élargir, avec des notions d'héritage pour tous, pour essayer d'élargir l'accès à la propriété, alors que c'est quelque chose qui n'a jamais été complètement réalisé. Si on revient sur le 19e siècle, pourquoi cette absence de réduction des inégalités après la Révolution française? Tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment essayé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, au moment de la Révolution française, de véritable redistribution des terres, en particulier. On transforme les anciennes corvées en loyers, mais sans véritablement changer la structure de la propriété. Il y avait déjà des propositions à l'époque, là je mets quelques propositions, par exemple d'impôts progressifs en France au XVIIIe siècle. Il y avait beaucoup de brochures au moment de la Révolution française sur le fait d'avoir par exemple un impôt progressif sur le revenu qui dans cet exemple-là serait monté tranquillement de 5% pour les revenus égal à la moitié du revenu moyen, à 75%, à 1300 fois le revenu moyen. À côté, vous avez un projet d'impôt progressif sur l'héritage, et ces projets ne seront jamais adoptés. Ces projets sont en fait très semblables à des projets qui seront ensuite adoptés pour de vrai au XXe siècle aux États-Unis et dans de nombreux pays européens, étaient déjà discutés à la fin du XVIIIe siècle. Il y a même des projets Condorcet, des projets d'impôt progressif. Thomas Paine avait des projets d'impôt progressif sur les successions pour financer une dotation en capital, en particulier à l'accès à la terre, aux parcelles de terre pour les paysans sans terre. Mais les rapports de force à l'époque ne permettent pas l'adoption de ce type de proposition, et il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que ce soit le cas. Et donc, je vais en venir justement tout de suite à cette phase maintenant. Alors, je passe vite sur beaucoup de choses parce que je veux faire une présentation qui reste brève, et si vous regardez en ligne, vous trouverez la version complète de cette présentation. C'est vraiment après la Première Guerre mondiale qu'on a tout d'abord, ici vous avez un graphique qui montre la montée de l'État social, c'est-à-dire la façon dont les recettes fiscales, là c'est la moyenne pour 4 pays européens, France, Allemagne, Suède, Royaume-Uni. Avant la Première Guerre mondiale, c'était essentiellement du maintien de l'ordre, armée, police, justice, administration, financement d'une puissance militaire aussi permettant l'expansion coloniale. Après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, vous allez avoir la montée des dépenses d'éducation. Là, vous ne voyez pas très bien, mais en violet, l'éducation passe à 6% du revenu national, alors qu'elle était inférieure à 0,5% du revenu national jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une transformation très radicale qui va permettre à la fois l'émancipation individuelle à travers l'accès à l'enseignement primaire, secondaire, universel, mais aussi l'augmentation de la productivité, de la croissance économique, la réduction des inégalités, c'est sans doute l'effet dans le long terme le plus essentiel. Tout ça avec un système fiscal qui aussi inspire confiance parce qu'il donne l'impression, et si possible pas seulement l'impression, d'une certaine forme de justice avec le développement de l'impôt progressif. Donc là, je vais faire un résumé très rapidement. Vous avez sur ce graphique pour 5 pays, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, France, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire le taux qui s'applique au plus haut revenu au cours du temps. Alors, avant la Première Guerre mondiale, l'impôt progressif commence à se développer, il y a un frémissement, mais ça va très doucement, en particulier la France, vous voyez peut-être pas très bien, mais en violet, c'est le pays et le bon dernier, c'est-à-dire il faut attendre 1914, alors tous les autres pays ont déjà créé un impôt progressif sur le revenu, la France, c'est la loi du 15 juillet 1914, et c'est pas pour financer les écoles, c'est pour financer la guerre contre l'Allemagne. Il n'y a que ça qui débloque la situation au Sénat, qui bloquait l'impôt sur le revenu depuis une vingtaine d'années. Et c'est intéressant de dire qu'à l'époque, dans les élites de la Troisième République expliquent que la France n'a pas besoin d'un impôt progressif sur le revenu parce que la Révolution française a déjà permis de rendre le pays égalitaire, et donc contrairement au Royaume-Uni monarchique ou à la Prusse autoritaire, la France n'a absolument pas besoin de tout ça. Bon, sauf qu'en fait, les données historiques que moi j'utilise montrent que les inégalités en France à la veille de 1914 sont tout aussi extrêmes que dans les autres sociétés européennes. Donc ça montre aussi parfois la capacité des élites à tenir des discours, à instrumentaliser l'histoire particulière de leur pays pour défendre des visions qui sont quand même, parfois sans doute en partie sincères, mais parfois aussi très conformes à leurs intérêts. À partir de la Première Guerre mondiale et puis de la crise des années 30 de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces équilibres idéologiques vont se transformer complètement.
en particulier sous la pression des événements, les crises des finances publiques après la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la perte de foi dans l'autorégulation dans les marchés, et puis aussi la pression de l'anti-modèle communiste, face auquel beaucoup de propriétaires se disent finalement mieux vaut peut-être un impôt progressif qu'une révolution bolchevique, et donc finalement l'impôt progressif devient beaucoup moins effrayant que ce qu'il était auparavant. Et donc on voit les États-Unis en particulier qui mènent la danse, qui dès les années 20 atteignent 70% de taux supérieurs sur les plus hauts revenus, qui vont atteindre 90% sous Roosevelt, et qui en moyenne entre 1930 et 1980, donc pendant un demi-siècle, sont à 82% sur les plus hauts revenus. Et de toute évidence, ça n'a pas détruit le capitalisme américain, sinon on s'en serait rendu compte en un demi-siècle, et c'est au contraire une période d'extraordinaire prospérité, très forte croissance économique du modèle de capitalisme américain, sans doute parce que ces taux supérieurs s'appliquaient à des niveaux de revenus extrêmement élevés, au-delà duquel les inégalités n'ont pas vraiment d'intérêt. Et je pense que c'est une leçon, alors c'est quand même une leçon historique à méditer, parce qu'après, dans les années 80, on a sous Reagan et Thatcher une baisse très forte de ces taux supérieurs, qui tombe à 30-40% au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'était censé dynamiser la croissance, et puis en fait, le taux de croissance, en particulier aux États-Unis, a été divisé par deux entre la période 1950-1980, 1950-1990 et la période 1990-2020. Donc là, il y a quand même une interrogation forte par rapport à ça. Vous avez la même transformation sur l'impôt progressif sur les patrimoines hérités. Donc là, c'est le taux supérieur de l'impôt sur les successions. On voit comment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon aussi ont eu des taux de 70-80% pendant la majeure partie du XXe siècle. La France et l'Allemagne ont été moins loin, mais c'est aussi qu'en France et en Allemagne, la redistribution des patrimoines s'est faite par les destructions, par les guerres, par l'inflation. Bon, finalement, l'impôt progressif, c'est une forme plus civilisée, plus organisée de redistribution, donc je pense préférable. À la fin de la période, ces différents pays ont convergé sur 40-50%. Le Japon, celui vient de remonter à 55%. Le Japon, sous un gouvernement de centre-droit, qui n'a pas une culture politique particulièrement gauchiste, mais qui vient de remonter son taux d'impôt sur les successions à 55%. Alors si je comprends bien, au Maroc, c'est 0%, ce qui est quand même 1%, désolé pour l'erreur, ce qui effectivement est plus que 0%, mais ce qui néanmoins est assez faible. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est intéressant de méditer sur ces notions historiques, de voir dans quelle mesure la croissance économique, en fait, historiquement, est plutôt favorisée. Je pense que si on fait le bilan de ces expériences, à la fois sur l'impôt progressif sur le revenu et sur les successions, la croissance économique a été plutôt favorisée par un régime visant à limiter l'hyperconcentration des revenus et des patrimoines au sommet et à diffuser davantage les richesses, à augmenter la mobilité sociale. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut une égalité absolue, c'est pas ce qu'ont fait ces pays-là, mais par contre limiter drastiquement la concentration au sommet, ça a plutôt été un grand succès. Alors maintenant tout ça, historiquement, si on essaye de comparer par rapport à la situation actuelle, il faut bien connaître que tout ça s'est fait dans les crises et dans la violence. Donc j'évoquais le rôle des guerres mondiales, de la révolution bolchevique, la crise des années 30. Sans doute la crise la plus grave, et je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce graphique, c'est la crise du système colonial et du système de domination internationale dans son ensemble sur lequel s'appuyait ce système. C'est-à-dire que sur ce graphique, vous avez ce que possédaient en termes d'actifs étrangers les puissances européennes, et en particulier la France et le Royaume-Uni, dans le reste du monde, avant la Première Guerre mondiale. Donc on voit un effondrement en 1914, qui correspond au fait que les propriétaires français et britanniques vont devoir vendre une grande partie de leurs actifs pour financer les guerres, pour prêter à leur gouvernement. Il y a aussi des expropriations qui vont se dérouler à ce moment-là, par exemple les obligations russes vont être supprimées, et puis beaucoup plus tard, avec d'autres indépendances, vous allez avoir d'autres, la nationalisation du canal de Suez en 1956, mais bon, ça arrive déjà quand il n'y a plus beaucoup de toute façon d'actifs étrangers. Ce que je voudrais insister sur ce graphique, alors je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais le graphique du haut avant 1914, c'est le Royaume-Uni, en dessous c'est la France, donc évidemment le Royaume-Uni est le premier empire colonial de la planète, la France le second. Ces deux pays accumulent à ce moment-là des quantités de possessions dans le reste du monde considérables, alors qui prennent des formes très très différentes. Une partie de ces possessions sont tout simplement des tribus militaires. Ça a été imposé en particulier au Maroc, qui est très endetté à ce moment-là, une dette qui a été imposée dans des circonstances qui relèvent de tribus militaires.
C'est la même chose pour Haïti, hein, comme vous le savez sans doute. Haïti s'est fait imposer une dette égale à 300% de son PIB en 1825. Pourquoi? Pour compenser les propriétaires d'esclaves français d'avoir perdu leur propriété à partir du moment où Haïti était devenu propriétaire. Et Haïti va rembourser cette dette jusqu'aux années 1950, moyennant intérêts refinancés par les banques françaises, etc. L'Empire chinois, l'Empire ottoman sont endettés vis-à-vis des puissances européennes aussi dans des circonstances qui relèvent davantage de tribus militaires que de problèmes. Bon, une autre partie de ces actifs étrangers correspondent un peu plus à des investissements, au sens où on entend actuellement. Le canal de Suez, c'est l'investissement. Bon, après, le canal de Suez, voilà, c'est construit dans les années 1860 par des ouvriers égyptiens, et puis après, vous avez des actionnaires français et britanniques qui touchent des dividendes pendant un siècle. Bon, c'est une forme d'échange qui a aussi sa part de violence. Et puis vous avez les actifs étrangers, vous en avez partout, quoi. Le caoutchouc en Indochine, des chemins de fer en Argentine, enfin voilà, c'est le monde entier. Et ça atteint des proportions qui font que ce système, à la fois s'alimentait tout seul à une vitesse inouïe, mais ne pouvait pas continuer indéfiniment. C'est-à-dire que il faut bien voir que la France et le Royaume-Uni, alors j'ai mis pour comparer à la fin de la période, le Japon, l'Allemagne, la Chine, qui sont les pays qui font des gros excédents commerciaux ces dernières années, donc qui ont accumulé aussi des actifs dans le reste du monde, et ce n'est pas des relations toujours tendres, hein, les investissements chinois en Afrique ou les investissements allemands en Europe du Sud, c'est compliqué à gérer, hein, mais c'est quand même moins violent et c'est moins gigantesque que ce qu'on avait dans la phase avant 1914. Avant 1914, ça avait atteint un tel niveau que, en fait, la France et le Royaume-Uni pouvaient, entre 1880 et 1914, être en déficit commercial permanent, c'est-à-dire que la France et le Royaume-Uni entre 1880 et 1914 a 2-3% du PIB de déficit commercial, ce qui ne pose pas de problème puisque comme les deux pays reçoivent du reste du monde des dividendes, des intérêts, des revenus du capital qui vont augmenter de 10% le revenu national britannique et d'environ 5% le revenu national français, vous pouvez à la fois financer votre déficit commercial et continuer d'acheter le reste du monde. Donc c'est une situation qui fait boule de neige et qui de fait alors, ça pouvait sans doute pas continuer très longtemps comme ça, c'est-à-dire Première Guerre mondiale ou pas Première Guerre mondiale, il y a un moment où forcément le reste du monde allait peut-être en avoir marre d'être possédé et de payer des intérêts, et ça va nourrir le mouvement des indépendances, la fin du système colonial, qui était l'expression internationale de ce régime d'accumulation de propriété privée sans limite. Et puis, aussi, ce régime d'accumulation, évidemment, a aiguisé les convoitises au sein des puissances européennes, puisqu'on voit l'Allemagne en orange en dessous de la France, je ne sais pas si vous la voyez, qui en 1914 a des niveaux importants d'actifs dans le reste du monde, mais quand même beaucoup plus faibles que la France et le Royaume-Uni, n'a pas d'empire colonial, et évidemment ces rivalités entre puissances européennes, qui s'expriment notamment au sujet du Maroc, mais beaucoup plus largement, vont conduire à l'exacerbation des conflits et finalement à cet effondrement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces actifs étrangers, dans un premier temps, ont été en grande partie... Alors certains ont été expropriés, suite aux indépendances, suite à la révolution russe. D'autres, la plupart, en fait, vont être réinvestis en dette publique. C'est-à-dire les propriétaires français et britanniques vendent leurs actifs, prêtent à leur gouvernement, et ça va pour financer la guerre, ce qui détruit le reste d'une partie du capital productif en Europe et en reste du pays. Donc tout ce processus est un peu absurde, c'est comme ça, c'est l'histoire de l'Europe à cette période. Ça va se transformer en beaucoup de dettes publiques. Donc si vous regardez la situation 30 ans plus tard, là vous avez la dette publique en pourcentage du revenu national, et vous voyez que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont entre 200 et 300% de dette publique en 1945-1950. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces pays vont faire le choix de s'en débarrasser sans la rembourser. Ils vont faire le choix de ne pas la rembourser, vont se débarrasser de cette dette publique. S'il avait fallu rembourser une dette publique de ce type-là, d'abord, ça aurait été équivalent à rembourser en fait, ceux qui avant possédaient des actifs coloniaux, ou leurs enfants, leurs descendants, et pour leur rembourser ensuite des intérêts, enfin payer cette fois-ci par les contribuables français et britanniques. Donc quand il s'agit d'essayer de les faire payer par les colonisés, ça allait, mais de les faire payer par les contribuables français et britanniques, là ça devient quand même plus embêtant. Et les gouvernements vont faire le choix de dire, bon bah c'est bien joli, mais la parole sacrée est donnée à ceux qui ont prêté l'argent pour financer la guerre, maintenant il y a d'autres priorités. Donc en France, il va y avoir beaucoup d'inflation entre 1945 et 1950 pour se débarrasser de la dette publique, 50% d'inflation par an, 5 années de suite, il n'y a plus de dette publique à la sortie. Le problème, c'est qu'au passage, vous détruisez aussi beaucoup d'épargne populaire, alors que les plus riches peuvent souvent échapper à l'inflation par des placements en bourse, dans l'immobilier, qui les protègent de l'inflation. L'État allemand, lui, va utiliser une solution plus intelligente entre 1948 et 1952, consistant à faire un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines immobiliers, les plus hauts portefeuilles financiers,
allant, bon, c'est à peine 5% pour les plus bas patrimoines, ça monte qu'à 80-90% sur les plus hauts portefeuilles financiers, qui sont notamment investis en dette publique. Donc bon, vous taxez à 90% les titres de dette publique pour réduire la dette publique, mais bon, à un moment, il faut bien, de toute façon, la dette publique est toujours possédée par quelqu'un, elle n'est pas possédée par la planète part, c'est au moins ce système permet de mettre à contribution les uns et les autres d'une façon qui paraît plus juste que l'inflation, qui est assez sauvage, d'autant plus que l'Allemagne, vous voyez en vert, l'Allemagne dans les années 20 a eu cet épisode déjà d'hyperinflation qui lui a permis de se débarrasser de sa dette publique, mais qui a aussi fragilisé la société, entraîné beaucoup de fragilité dans la société, et donc l'État allemand se trouve à imaginer cette solution plus intelligente. Le Japon fait la même chose, entre 1948 et 1952, le Japon n'est pas là, mais utilise aussi des prélèvements exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés. Ces expériences sont intéressantes parce que ça montre que en fait, la réduction des inégalités au XXe siècle s'est faite avec une remise en cause assez radicale de l'idéologie, disons, visant un peu à sacraliser les droits de propriété privée du XIXe siècle. Et finalement, ça a été un immense succès. C'est ça qui a permis, en particulier à l'Allemagne, au Japon, d'aborder dès les années 50-60 la reconstruction avec très peu de dette publique et une capacité pour investir dans les infrastructures collectives, dans l'éducation, dans la santé. Donc là, tout ça nous paraît assez loin aujourd'hui, mais en même temps, aujourd'hui, les défis sont d'une autre nature. On n'est pas dans les défis de reconstruction au sens de l'Europe de l'après-guerre, mais on a des défis de développement dans des pays qui ont eu des fortes augmentations de population, notamment sur le continent africain. On a des défis face à l'investissement dans la transition énergétique. Et bon, il y a quelque chose d'assez ironique dans le fait qu'aujourd'hui, des pays comme l'Allemagne ou la France vont aller expliquer à l'Europe du Sud ou au reste du monde qu'il faut repayer chaque dette jusqu'au dernier euro, sans inflation, sans mesures exceptionnelles, etc. Alors que dans les années 50, l'Europe s'est construite précisément en annulant de fait les dettes publiques du passé. Et au-delà de cette question des dettes et des prélèvements progressifs, c'est aussi un moment, l'après-Seconde Guerre mondiale, où on revisite un peu toute l'idéologie de la propriété en général. Par exemple, on développe en Allemagne ou en Suède des systèmes de cogestion, où vous avez, dès les années 50, la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises en Allemagne pour les représentants élus par les salariés, les syndicats. Et donc, il reste 50%, alors 50% plus 1 pour les actionnaires, les représentants des actionnaires, mais en même temps, ça veut quand même dire que si les salariés, en plus de leurs 50% des droits de vote en tant que salariés, possèdent 10% du capital, ou si une collectivité locale possède 10% du capital, ce qui arrive dans un certain nombre de cas en Allemagne, alors la majorité totale des droits de vote peut basculer, y compris face à un actionnaire qui posséderait 90%. Donc c'est quand même une remise en cause assez radicale du système de propriété privée, une action de loi tel qu'on le pense habituellement. Les capitalistes anglo-saxons, français, ont pendant très longtemps critiqué ce système en disant mais c'est quoi cette histoire, les salariés ils sont bons pour protester dans la rue, on ne va même pas les mettre sur la table du conseil d'administration avec tous nos comptes et tous nos documents, ça ne va pas du tout. Puis finalement aujourd'hui on voit un mouvement consistant à dire bon bah écoutez, vous êtes bien sympathique, mais finalement ça a l'air de marcher pas si mal en Allemagne ou en Suède, et donc pourquoi on ne pourrait pas créer des... Et vous avez aujourd'hui des débats, en France il y a un siège qui a été introduit avec droit de vote pour les salariés au sein du conseil d'administration en 2014, mais moi je prends le pari que ces choses-là vont se développer à l'avenir, et on voit au Royaume-Uni, aux États-Unis, aujourd'hui se discuter au Congrès américain des projets de loi pour introduire des droits de vote au sein des salariés, venant plutôt du Parti démocrate états-unien, mais il y a parfois même des voix du Parti conservateur britannique qui proposent ça aujourd'hui. C'est une politique sociale qui a aussi l'avantage de ne pas coûter cher en termes de recettes fiscales, ce qui a beaucoup d'avantages, c'est pas forcément la meilleure raison pour le faire, mais en tout cas ça peut être l'une des facteurs. Et je pense que cette évolution est loin d'être terminée. Hein. C'est-à-dire que la réflexion de façon générale sur la propriété et les différents modes d'organisation de la propriété, on se rend compte qu'il y a des transformations très importantes dans l'histoire qui ont consisté à limiter la toute-puissance des propriétés privées par les droits d'autres ayants droit, salariés, préoccupations environnementales, ou simplement la réduction des inégalités. Ça a plutôt très bien marché. Alors, depuis les années 80-90, et en particulier la chute du communisme soviétique et le moment réganien, on a un peu perdu le fil de cette évolution, mais depuis la crise de 2008, on se rend compte de plus en plus qu'on a sans doute été trop loin dans l'évolution des inégalités, et on a repris les réflexions dans l'autre sens. Je vais finir cette présentation en évoquant, dans la dernière partie du livre, les évolutions de type politique, et en particulier, sur ce graphique, je veux montrer comment les coalitions social-démocrates de l'après-guerre, qui, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les pays occidentaux, reposaient plutôt sur les couches électorales les plus défavorisées, se sont mis à devenir les partis les plus diplômés. Donc là, sur ce graphique,
pour le lire, si vous prenez la courbe en bleu qui finit tout en haut pour le Parti démocrate américain, c'est la différence entre le vote pour le Parti démocrate parmi les plus diplômés, moins le vote parmi les moins diplômés. Donc quand c'est positif, parce qu'au-dessus de 0, ça veut dire qu'à la fin de la période, c'est plutôt les plus diplômés qui votent pour le Parti démocrate, alors qu'au début de la période, on voit que, aussi bien pour le Parti démocrate que pour le Parti travailliste britannique ou les partis socialistes communistes en France, c'était plutôt les moins diplômés qui votaient pour ces partis. Donc petit à petit, ces partis sont devenus les partis plutôt des gagnants du système éducatif et en partie des gagnants de la mondialisation, pas complètement, parce que je montre comment les hiérarchies de diplômes et les hiérarchies de patrimoine ne sont jamais exactement les mêmes, se sont un peu séparés politiquement au cours du temps, même si, d'une certaine façon, l'actuel gouvernement en France tente de regrouper les groupes les plus favorisés de droite et de gauche pour refaire une coalition plutôt des plus favorisés face à la mondialisation. Mais c'est là, pour comprendre ces évolutions récentes, que ce soit l'élection française de 2017 ou l'élection américaine de 2016, je pense qu'il faut remettre dans cette perspective historique d'un espèce de lent délitement de la coalition social-démocrate de l'après-guerre, suite, selon moi, à l'abandon d'une certaine plateforme de réduction des inégalités qui a fait finalement, qui a abouti à une perte de confiance de la part des électorats populaires dans ces groupements politiques. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est le divorce des classes populaires, des classes moyennes face à la mondialisation, qui en Europe se manifeste notamment par un divorce face à la construction européenne. Donc là, vous avez le profil du vote lors du référendum sur le Brexit en 2016. Vous avez des déciles de revenus, de diplômes et de patrimoine, et en ordonnée, vous avez le pourcentage de vote pour le RIB. Et ce dont on se rend compte, en gros, c'est que vous avez seulement les 30% les plus favorisés qui ont voté pour rester dans l'Union européenne. Les 10% les plus favorisés ont même voté avec enthousiasme pour rester dans l'Union européenne, mais comme les 60% les moins favorisés ont voté contre, finalement le Brexit l'a remporté. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est les Britanniques qui sont fous, ils sont nationalistes, etc. Mais sauf que les Français, lors des référendums de 92 et 2005, ont voté exactement pareil. Donc là, vous savez, vous avez le référendum sur Maastricht en 92 pour rejoindre la monnaie unique, et le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Et ce que vous avez à chaque fois, alors en 92, vous avez les 30-40% du haut qui votent pour le oui, alors que les 50% votent légèrement pour le non, les 30-40% du haut votent nettement pour le oui, donc le oui l'emporte de peu, 51% pour la monnaie unique, c'est très serré. 2005, là vous avez plus que les 20% du haut qui votent pour le oui, et là, évidemment, ça ne suffit pas pour gagner, et les 70% du bas votent pour le non, et le non l'emporte très nettement, 55%. Alors, moi je voudrais dire, très clairement, moi j'ai voté oui à ces deux référendums, je suis fédéraliste européen, en même temps, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que nous disent ces résultats, c'est-à-dire que quand on a un tel divorce, un tel clivage social entre les classes populaires et l'Union européenne, et l'Union européenne, c'est pas juste l'Union européenne, c'est un peu la mondialisation, c'est la forme que prend la mondialisation dans le contexte européen, c'est-à-dire c'est une forme avancée d'organisation des échanges, de la libre circulation des biens, des services, des capitaux, dans un cadre organisé. Si l'Union européenne échoue, et suscite une telle méfiance des classes populaires et des classes moyennes, c'est inquiétant sur l'organisation de la mondialisation en général. Et je pense que c'est ce que nous disent ces graphiques, quand on a un tel divorce à un demi-siècle de distance, en 92, 2005, 2016, dans deux pays très différents dans leur histoire avec l'Europe, on ne peut pas juste dire voilà, c'est un malentendu, ça va s'arranger, on va mieux expliquer et tout va rentrer dans l'ordre. Je pense qu'il y a un problème de fond sur le fait qu'un système qui repose entièrement sur la concurrence généralisée de tous contre tous, sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux, sans aucune régulation publique, sans aucune fiscalité commune, sans aucun objectif social explicite de réduction des inégalités sur le plan salarial, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la justice fiscale et environnementale, de fait, fonctionne principalement au bénéfice des groupes les plus mobiles, ayant le plus de capital humain, de capital financier, alors que les groupes les moins favorisés sont laissés derrière. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement une impression de la part des groupes les favorisés, c'est-à-dire que ce discours est utilisé, en France par exemple depuis 2017, ce discours est utilisé explicitement avec un discours consistant à dire, voilà, on ne peut plus imposer les groupes les plus mobiles, parce que c'est comme ça, ils peuvent déplacer leurs avoirs un peu partout, on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut rien y faire. Et donc il faut reporter la charge fiscale sur les groupes immobiles qui, eux, au moins, ne vont
vont pas se déplacer. Sauf qu'évidemment, avec un discours pareil, les groupes immobiles, à un moment, finissent par dire, non mais attendez, on en a marre de votre système, et ce qu'on veut, c'est revenir aux frontières, à l'État-nation, avec des mouvements nationalistes, parfois identitaires, parfois violemment xénophobes, qui évidemment ne vont pas régler les problèmes d'inégalité, encore moins les problèmes d'environnement et les problèmes qui se posent, mais qui, faute d'une alternative, peuvent apparaître comme voilà, la frontière, que ce soit aux États-Unis avec Trump ou avec tous les mouvements nationalistes en Europe, peut apparaître comme une solution. Donc moi, j'essaye de plaider dans ce livre pour autre chose, pour ce que j'appelle une forme de social fédéralisme, c'est-à-dire une organisation des relations non seulement entre pays européens, mais aussi de la mondialisation dans les relations entre le Maroc, l'Union européenne, le reste de l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine, enfin l'organisation de la mondialisation générale, qui, au lieu de mettre la libre circulation des biens, des services, des capitaux en tête de chapitre, voire en chapitre unique, commence par fixer des objectifs de développement, et en particulier des objectifs de justice fiscale, sociale, environnementale, permettant par exemple que les acteurs économiques les plus puissants, plus grandes entreprises, plus hauts détenteurs de revenus et patrimoine, payent des impôts au moins équivalents à ceux que payent les classes moyennes et les classes populaires, et des objectifs contraignants, vérifiables, de façon à ce que ces traités, on puisse vérifier et on puisse mettre fin à ces traités si ces objectifs ne sont pas remplis, et ensuite que la question des échanges commerciaux, de la circulation du capital et de l'investissement ne vienne qu'ensuite dans le cadre d'un projet plus global qui se fixe des échanges d'informations entre administrations fiscales, des cibles vérifiables d'émissions de carbone, enfin, voilà, qui soient des véritables projets de co-développement et pas simplement des purs traités commerciaux tels qu'on a organisé la mondialisation depuis les années 80. Je pense qu'on finira par en arriver là, parce que c'est la façon de régler les défis environnementaux inégalitaires qu'on a réglés. Mais voilà, plus de temps on attend pour en arriver à construire une alternative de ce type-là, et plus on prend le risque que des dérives nationalistes, identitaires, malheureusement, fassent beaucoup de dégâts entre-temps. Donc, je m'arrête là dans la présentation. Je suis très content à l'avance de répondre aux questions. Je veux insister quand même sur une note positive et optimiste. Je pense que ce que montre ce détour par l'histoire, que ce soit par l'exemple des dettes publiques ou de l'impôt progressif ou de la montée de l'État social en Suède, c'est que voilà, rien n'est écrit d'avance et qu'on a toujours une autonomie des idées, des conflits idéologiques et finalement une force des mobilisations sociales et politiques dans l'histoire qui permettent toujours à un moment de trouver des solutions à des contradictions. La contradiction qui a mis fin au régime propriétariste du XIXe siècle a été très, très violente, était cette contradiction internationale dans l'accumulation internationale. Là, on n'est pas dans la même configuration, mais finalement, ce divorce entre les classes populaires et la mondialisation est un peu l'équivalent et un peu la contradiction motrice sur laquelle il va falloir trouver des solutions, soit repli nationaliste, soit de nouvelles formes plus sociales fédéralistes d'organisation de la mondialisation. Enfin, en tout cas, ce sont des évolutions qui, je pense, nous appartiennent tous, et j'espère que cette présentation vous aider à ce que chacun s'approprie ces questions et se fasse une idée sur ces questions qui nous concernent tous. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.